Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par la rédaction de l'Argus de l'assurance avec Cloudflare. Il est consacré au risque cyber tel qu'il est vécu par les assureurs en tant qu'entreprise et non en tant que porteurs de risque. Alors les sociétés d'assurance sont exposées particulièrement au risque cyber, on le verra au cours de cette table ronde, et on va voir à la fois leur exposition et puis la façon dont elles peuvent s'en prémunir. On va également faire un petit retour en arrière sur une année 2021 qui a été particulièrement dense sur le cyberfront, avec des attaques notamment sur les groupes de courtage April, Adélaïde, c'est le groupe Verlingue et Génération, Assurone, et puis aussi Stellian, la Mutuelle Nationale Hospitalière, et puis AXA Partners en Asie. Et puis l'année 2022 se présente pas forcément beaucoup mieux, puisqu'il y a une grosse attaque sur la Caisse nationale d'assurance maladie en mars, avec la fuite des données perso de 510 000 assurés. Alors on voit bien que les secteurs de la finance en général, y compris l'assurance, sont particulièrement exposés et ils doivent tout particulièrement réagir puisqu'ils sont opérateurs d'importance vitale. Donc, ils ont une obligation, en tout cas les financiers, les assureurs un peu moins, sauf sur certaines activités, je crois. Donc on va voir au cours de cette table ronde comment se protéger, avec quel type d'organisation, quel type d'outils. Et on va le faire avec 4 experts. On commence avec Carlos Garcia, vous êtes responsable de la sécurité et des systèmes d'information d'Alios France. Bonjour. Bonjour Sabine. RSSI. Absolument. Pierre Mas, vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe Vie-la-Vie. Alors pour ceux à qui cela a échappé, le groupe Vie-la-Vie, c'est le nouveau nom du groupe Assu 2000. Absolument. Bonjour Sabine. Fabrice Torinus, vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe Covea. Le groupe Covea, groupe mutualiste avec MMA, la MAF et la GMF. Tout à fait. Bonjour Sabine. Bonjour. Et Léa White, vous êtes account executive de Cloudflare. Oui, bonjour. Donc, vous expliquerez plus avant votre activité, mais dans l'immédiat, je vous propose de faire un gros plan, un focus sur la menace cyber, puisque je crois que vous avez publié récemment une étude sur l'impact du risque cyber et puis son coût direct et indirect sur les entreprises. Tout à fait. Merci Sabine. Et en effet, on va parler aujourd'hui de cette étude et globalement des chiffres des cyberattaques aujourd'hui. Les statistiques sont assez claires et malheureusement, on est très fortement à la hausse depuis quelques temps. En 2021, par rapport à 2020, on a noté une hausse de 250% des attaques, des cyberattaques. C'est plus 400% en fait depuis le début de la pandémie. Donc c'est énorme. Ces cyberattaques, elles touchent au final 2 entreprises sur 3 en France, que ce soit des entités publiques, on a vu les mairies sont attaquées, les hôpitaux sont attaqués, comme les entités privées. Donc aujourd'hui, vraiment, personne n'est épargné. Et en termes de coûts, c'est l'équivalent, au final, en termes de coûts de 6 000 milliards d'euros. Donc c'est également énorme. Le secteur financier, comme vous l'avez dit, il est très fortement touché, comme le secteur de l'assurance, du fait en fait des volumes que ces acteurs au final traitent et de la nature aussi de ces données. Donc les données que traitent les assurances, c'est des données qui sont confidentielles et commerciales et personnelles. Donc ça fait quelque chose au final de très intéressant pour les cyberattaquants qui voient la possibilité d'avoir des rançons plus élevées de pouvoir les revendre évidemment plus cher. Donc on peut définir au final 3 grands types d'attaques dans le secteur de l'assurance. Les ransomware, le phishing et le DDoS. Donc le ransomware, c'est le fait que des pirates informatiques vont venir au final chiffrer vos données ou rendre l'accès à vos données chiffrées. Donc ils vont vous demander derrière une rançon qui est la clé pour obtenir la clé de déchiffrage. Et les ransomware, on a 5% au final des ransomware mondiaux, on va dire, qui visent la France. Ça nous fait de nous le premier pays européen touché par ce type d'attaque. Donc, encore une fois, quelque chose de très important. Voilà, pas pour la bonne chose. Le deuxième type d'attaque, c'est le phishing. Donc, le phishing, c'est le fait d'aller obtenir des informations sensibles de l'entreprise ou de son fonctionnement par le biais d'emails, de faux emails, le biais de scripts tiers ou de techniques assez sophistiquées via des navigateurs web. Et le troisième type d'attaque, donc c'est le DDoS, c'est l'attaque de déni de service distribué, où là, en fait, on va envoyer un nombre de requêtes important sur un site web ou un serveur d'une entreprise pour le saturer. Et donc, ça a 3 conséquences majeures, ce type d'attaque. La première, ça va être évidemment la perte de données confidentielles, donc de vos assurés, ce qui est très problématique aujourd'hui, de vos clients, de vos assurés. Ça va être le coût, les conséquences opérationnelles et financières, donc
l'arrêt de l'activité potentiellement, l'impact sur votre SI, sur vos activités commerciales courantes, et donc les pertes sur le chiffre d'affaires, mais aussi les pertes indirectes. Donc c'est l'impact sur votre image de marque et la perte potentiellement de futurs assurés ou même de vos assurés présents qui potentiellement après ne vous feront plus confiance. Donc ça, c'est l'atteinte à la réputation, c'est la troisième conséquence qu'il peut y avoir dans ce type d'attaque. Donc clairement, oui, il y a un réel risque, il est présent, il est vraiment en évolution et les assureurs sont des vraies cibles et sont fortement touchés aujourd'hui par les cyberattaques. Et la preuve, avec MMA, Fabrice Tourinius, MMA a été ciblé par une grosse attaque en juillet 2020, je crois. Alors qu'est-ce qui s'est passé et quels enseignements vous en avez tirés aujourd'hui sur votre stratégie de sécurité ? Alors effectivement, nous avons été touchés par une cyberattaque assez majeure en juillet 2020 qui nous a occasionné 10 jours d'indisponibilité de l'ensemble du SI MMA. Donc malheureusement, on a été obligé de fermer nos agences pendant une dizaine de jours. Aujourd'hui, on en retire, en termes de retour d'expérience, je dirais deux grandes tendances. Sur les aspects opérationnels, aujourd'hui, on voit qu'il est majeur d'être dans une gestion de l'effort. Parce qu'aujourd'hui, quand vous gérez une crise, c'est sur un temps long. Au départ, on pense qu'effectivement, l'incident va être résolu de manière très très rapide. Mais effectivement, lorsque vous êtes touché, on a été touché justement par un ransomware, quand vous êtes touché par ce type d'attaque, vous êtes sur du temps long. Donc il faut d'ores et déjà mettre en place, je dirais, toute une stratégie de rotation des équipes, de gérer la logistique, d'apporter le café, d'apporter les repas à l'ensemble des ingénieurs. Et puis bien évidemment, après, des petits détails, mais qui ont leur importance, c'est aussi le minutier. Par exemple, toutes les réunions, d'avoir effectivement une personne qui soit en capacité de tracer l'ensemble de nos actions pour qu'on puisse effectivement être très structuré dans notre approche. Après, derrière, ce qui est aussi important dans le retour d'expérience, c'est qu'on avait eu la chance en 2019 de faire un exercice de gestion de crise cyber. Et cet exercice de gestion de crise nous a vraiment aidés au moment de la crise, parce qu'effectivement, des bons réflexes avaient été développés par l'ensemble des acteurs. Les métiers avaient été également sollicités à cet exercice. Et donc, on voit effectivement qu'au moment opportun, plus on est entraîné, mieux c'est. L'autre point aussi qui est structurant en termes de retour d'expérience, c'est qu'on a fait appel à une société externe qui est venue nous aider dans la gestion de crise. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça fait vraiment partie des axes pour améliorer la réactivité sur une gestion de crise. Et c'est vrai que d'avoir des experts qui vont venir avec un regard extérieur, qui vont venir avec leurs compétences, qui seront en capacité de faire ce qu'on appelle du forensic, mais entre guillemets de la recherche de traces, de preuves, vous aider sur la partie aussi juridique, vous aider sur la partie communication externe, c'est vraiment un levier qui est hyper intéressant et que je recommande effectivement à toutes les personnes qui seraient malheureusement touchées prochainement par une attaque de ce type. Et puis après, sur la partie plutôt stratégique, de retour d'expérience, forcément, on va parler des investissements financiers. Donc, la menace est croissante. Il est vraiment important aujourd'hui que l'ensemble des groupes en prennent conscience et que les investissements qui sont accordés aujourd'hui aux équipes de cybersécurité soient en corrélation et en lien direct avec effectivement l'évolution de la menace. Donc, le groupe Covea en a pris conscience. Nous investissions bien évidemment dans la sécurité de nos données. Mais suite à cette crise, nous avons investi un petit peu plus sur cette partie-là et nous maintenons, entre guillemets, une croissance de nos investissements au fil des années, je dirais, à hauteur, effectivement, de la croissance de la menace. L'autre point aussi très important sur lequel on a travaillé sur l'aspect stratégique, c'est la coordination. Aujourd'hui, on avait effectivement beaucoup de programmes au sein de l'entreprise. Nous sommes un groupe de 21 000 collaborateurs, donc on a beaucoup de chantiers. Et effectivement, chacun de ces chantiers peuvent apporter effectivement une valeur ajoutée à la sécurité de la donnée du groupe. Et aujourd'hui, il était important qu'on se restructure un petit peu dans cette coordination. Quel projet porte quelle action? C'est des choses effectivement où on a mis un petit peu plus de coordination globale sur ces sujets-là. Donc voilà nos retours d'expérience, voilà les pratiques, les bonnes pratiques que je pourrais conseiller à mes confrères pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de subir une cyberattaque. Voilà un petit peu les bonnes pratiques que je peux leur conseiller. Pierre Mas, vous aussi, vous avez fait l'objet d'une attaque en juin 2020. Absolument. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé et quels enseignements vous en avez tirés Alors, des enseignements, quand on est confronté à ce type d'attaque, c'est de s'apercevoir vraiment qu'on est face à des organisations qui sont extrêmement professionnelles, qui sont extrêmement organisées, qui sont prêtes, qui préparent très finement leur attaque et qui ont, on le sent, différentes équipes pour faire l'attaque et puis ensuite
continuer une fois que l'attaque a été vraiment déclarée. Donc c'est une industrie, hein, c'est professionnel qui s'est complètement transformé. Aujourd'hui, il y a des groupes, c'est plus des histoires de petits génies, c'est des groupes, des structures. Et puis il y a aussi les attaqueurs, les hackers occasionnels, puisqu'aujourd'hui sur le dark web, on peut, avec une simple carte de crédit, même si on n'a pas de compétences IT, trouver des moyens, acheter des moyens pour attaquer. Et donc je pense qu'il faut réfléchir par rapport à ça et se dire, est-ce que nous aussi, au niveau des entreprises, on s'est transformé à la hauteur ? Est-ce qu'on est encore sur une pratique de gestion de la sécurité d'il y a 10 ans ou 15 ans ? Ou bien est-ce qu'on s'est transformé ? Donc je pense que ça, c'est un point important. Et les technologies innovantes et cloud, à mon avis, sont des éléments très importants pour se transformer et se renforcer. Et puis l'autre élément, c'est qu'on se trouve très vite, dès le premier jour, à court de temps. On manque de temps. Et je pense qu'une des questions, c'est aussi, quand tu es dans une phase normale, de situation normale, de regarder de manière très, je dirais, très factuelle le temps que prennent nos équipes la régénération, la restructuration du système d'information. Si j'ai un équipement qui se trouve attaqué, qui se trouve peut-être en retrait de version, combien de temps, concrètement, véritablement, combien de temps ça va me prendre pour remettre à jour et pour être capable de rouvrir le système d'information avec un équipement qui sera à jour. Et quand on est dans une situation comme ça, on ne parle pas de 2, 3 jours, 4 jours, il faut vraiment faire très très vite. Donc ça, je pense que c'est un autre élément, c'est vraiment retravailler sur l'organisation et les moyens techniques pour se donner du temps avant les phases, bien sûr, d'attaque, pour être préparé, et aussi, quand on est dans une attaque, pour pouvoir réagir rapidement. Donc ça, je pense qu'en tout cas, c'est pour nous des éléments, voilà. Alors, on abordera tout à l'heure la question de la réactivité, qui est absolument primordiale, effectivement. Vous m'aviez dit, quand on a préparé cette table ronde, que les acteurs de l'assurance ont peut-être passé un peu trop de temps à documenter leur action et pas assez à agir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quelles conséquences vous en tirez ? Je pense qu'on a passé tous globalement, hein, dans l'industrie, peut-être en France, beaucoup de temps à documenter des process sous forme de documents Word, sous forme de feuilles Excel, qu'on a validé, qu'on a revalidé, qu'on s'est challengé, etc. Et peut-être pas suffisamment sur l'implémentation de solutions, et en particulier de solutions innovantes. On a implémenté partout des solutions très, très classiques, hein, de protection, mais encore une fois, ces protections, quand elles sont mises à mal et qu'il faut les remettre à niveau, combien de temps concrètement ça prend ? Et les procédures et les documentations, c'est très bien, mais quand on est vraiment dans une attaque, il faut réagir de manière très instinctive. Donc les exercices dont vous parliez là sont vraiment clés. On n'a pas le temps dans la documentation, qui peut être elle-même, à ce moment-là, corrompue et difficile à trouver. Donc il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce qu'on a un bon registre de documentation qu'on peut s'en sortir efficacement. Alors on va terminer ce petit tour de table introductif avec Carlos Garcia. Alors vous n'avez pas... J'ai envie de dire pas encore. Pardon, je ne veux pas être le chat noir. Vous n'avez pas été victime, en tout cas Alliance France n'a pas été victime de cyberattaque. Comment vous l'expliquez ? Quelle est votre méthode ? Alors effectivement, Sabine, on n'a pas eu à subir d'attaques massives ayant eu un impact important. Après, au demeurant, voilà, on subit des attaques de manière assez régulière et on essaye de les contenir et de maîtriser les impacts. Mais comme le disait Léa, hein, je pense que les assureurs sont vraiment une cible de choix. On gère quand même énormément de transactions financières au quotidien. Et ça, c'est quand même, ça suscite un certain intérêt. Et puis, on collecte énormément de données personnelles. Et ces données personnelles, en cas de vol, représentent aussi une certaine... peuvent être revendues et donc un intérêt. Donc, intrinsèquement, je pense qu'on est clairement une cible. Et voilà, et les attaques sur le secteur nous le montrent bien. Donc ça suppose de travailler continuellement, comme ça a été dit, sur des analyses. Alors moi je crois quand même beaucoup à l'analyse. Il faut, avec les usages, l'entreprise se transforme et apporte son lot de risques que l'on doit adresser. Et toutes les attaques ne sont pas nécessairement véhiculées de l'extérieur. On voit quand même beaucoup, un certain nombre d'acteurs qui utilisent la menace interne. Et notamment dans nos analyses, on pondère de plus en plus ce vecteur-là. Il y a un
acteur voilà, qui a été sous le feu de l'actualité il n'y a pas très longtemps, Lapsus, voilà, qui achetait des accès à des internes. Donc, Lapsus, c'est un groupe de... C'est un groupe de cybercriminels qui, a priori... Non, parce qu'on aurait pu penser que c'était un groupe d'assurance. Non. Mais après, il y en a d'autres aussi qui sont assez connus, comme Conti, qui Conti, procèdent... c'était chez vous, je crois. Voilà, absolument. Qui s'est beaucoup attaqué aux acteurs de la santé, en général. Dans les schémas d'attaque, souvent, dans les premiers pas, il y a des attaques techniques, mais de plus en plus, un certain nombre de groupes cybercriminels corrompent le collaborateur ou simplement volent les identifiants. Et donc, du coup, la menace, elle est plus externe, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça que les incidents en tout cas, les analyses sont importantes pour peser la menace qui est interne. Et puis après, il y a toutes les attaques qui sont véhiculées aussi à travers nos partenaires. On en est le parfait exemple. Dans le monde de l'assurance, il y a beaucoup d'outsourcing, beaucoup de délégations. Et donc, l'impact sur un de nos délégataires nous touche aussi profondément. Précisément, question suivante. Avant de passer à la question suivante, je voulais juste vous dire, amis internautes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, elles sont les bienvenues. On les prendra soit au fil de l'eau, si elles tombent bien, soit à la fin de cette table ronde. Donc, vous disiez qu'effectivement, il y a de plus en plus de partenariats dans le monde de l'assurance. On est dans des écosystèmes de plus en plus ouverts et puis une surface d'exposition de plus en plus grande avec le développement du télétravail. Et est-ce que ça augmente l'exposition du secteur au risque d'attaque cyber ? On commence avec vous, Fabrice Torinus. Oui, très clairement, ça augmente le risque aujourd'hui, mais c'est, je dirais, un mal incontournable. Aujourd'hui, forcément, l'ensemble des entreprises se digitalisent, transforment leurs usages métiers, il y a une transformation numérique qui est naturelle, et forcément, chacune de ces transformations numériques, il y a un risque cyber à évaluer derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, et ça a très bien été évoqué par Carlos, un des sujets majeurs, il est l'interconnexion de notre système d'information avec effectivement un ensemble de tiers. Et aujourd'hui, je prends sur l'année 2021, on avait quasiment tous les mois 1 à 2 partenaires qui étaient attaqués. Donc de ce fait-là, on était en réaction effectivement à couper les accès avec ce partenaire en attendant effectivement qu'il rétablisse la situation. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'effectivement l'ensemble de notre écosystème est touché et qu'il faut être en vigilance par rapport à ça. Et de ce fait-là, la communication entre nous est aussi un élément crucial, c'est-à-dire je suis partenaire, j'ai été attaqué, mais il est important que je communique cette information à l'ensemble de mon écosystème pour éviter effectivement un effet un peu massif de cette attaque sur l'ensemble de l'écosystème de notre groupe. Du reste, je crois que vous avez été pénalisé par un partenaire qui avait été victime d'une attaque. Alors oui, régulièrement, comme le disait Fabrice, la tendance, le trend, c'est un partenaire attaqué tous les mois, attaqué et ayant des impacts d'un point de vue métier. Donc je dirais que la mécanique maintenant de traitement des incidents partenaires commence à être bien huilée. Moi je voulais revenir aussi sur ce côté digitalisation. Je pense que c'est inévitable, on l'a tous vécu, toutes les entreprises se digitalisent, mais du coup ça suppose quand même de repenser un petit peu la sécurité qui est induite par la digitalisation. La chaîne de valeur, elle change en se digitalisant. Là où certains actifs étaient conservés en interne, accessibles uniquement par un certain nombre de personnes, aujourd'hui, ils sont de plus en plus exposés. Et malheureusement, il y a quand même un grand nombre d'entreprises qui ne se sont pas reposées plus que ça la question. Oui, il y a un firewall, oui, il y a quelques mesures, mais est-ce qu'elles ont vraiment réfléchi aux impacts que ça pouvait avoir ? Pierre Mas ? Oui, effectivement, l'ouverture du système d'information, le télétravail ajoute des risques. Mais il faut prendre ça, je dirais, du point de vue des gens qui sont responsables de l'informatique comme une opportunité pour se renforcer. Pour moi, il ne s'agit pas d'aller à contresens et de dire on va réduire le télétravail ou on va réduire les échanges avec des partenaires. Il faut faire face à ça, il faut se renforcer et il faut être dans une sorte d'un peu de paranoïa positive, c'est-à-dire être conscient que face à la menace extérieure qui est grandissante avec un nombre de personnes qui sont des professionnels à plein temps, on a toujours un risque d'être en retard. Donc c'est la course à l'armement. Et je pense que tout l'enjeu pour les DSI, pour les RSSI, c'est d'essayer d'être toujours au niveau du meilleur, de l'état de l'art qui peut se faire en la matière, sachant que les points de risque de sécurité
sont multiples. Hein. C'est le poste de travail, c'est les réseaux, c'est les échanges de flux. Voilà, alors quand vous parlez de paranoïa, ça me fait penser à Poutine et ça me fait penser à... bizarre. Et ça me fait penser à Kaspersky. On voit aussi que la menace, elle peut venir des outils. Un outil tel que Kaspersky vient d'être banni. Je crois que ça a été annoncé hier. Donc ça complique votre tâche, je présume. Tout à fait. Je pense que c'est important, effectivement. On le voit maintenant avec effectivement ces menaces, de faire appel à des produits, je dirais, de pays amis, quoi. Je pense que c'est important. On a peut-être perdu ça un petit peu de tête ces dernières années, mais je pense que c'est important. Voilà, il faut avoir des outils, des partenaires en lesquels on a pleine confiance. Alors Léa, vous avez un indice tout à l'heure, vous avez donné un chiffre qui montre la réalité de l'augmentation de cette menace, c'est plus 400% depuis le début de la crise pandémique. Exactement, donc ça montre bien qu'il y a une vraie évolution et pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout ce que tout le monde a dit finalement, hein, mais c'est cette ouverture, cette digitalisation, ce télétravail qui est arrivé de manière... un peu forcée et précipitée avec la première vague de confinement. Les entreprises, en fait, n'étaient pas forcément préparées à ça et armées pour ça. Donc déjà, le télétravail, ça a ouvert pas mal de brèches. Il y a la partie partenaire. C'est vrai que une étude qui montre qu'en fait, une entreprise touchée peut en contaminer 150. Donc c'est énorme. Hein. Et justement, il y a une question de Christophe en ligne. Quelles obligations techniques en protection cyber les compagnies d'assurance imposent-elles à leurs partenaires ? Alors, c'est peut-être pas forcément pour vous, Léa, je ne sais pas. Messieurs, du coup. Mais ça fait partie de vos obligations Solva 2. Oui, on se doit de contrôler l'exposition au risque d'Alliance, enfin, en tout cas pour moi d'Alliance, mais aussi à travers les partenariats chez nos délégataires, chez nos partenaires. Qui plus est, voilà, il y a des nouvelles réglementations. Tu parlais des OIV tout à l'heure. Le secteur de l'assurance est plutôt dans le cadre des OSE. C'est jamais que de l'OIV light à 15%. Mais voilà, et à travers l'OSE et la directive Nice, on se doit de contrôler aussi tout notre outsourcing, bien sûr. Avec quelle spécification technique, enfin quel niveau technique de protection Alors, nous, on se base sur effectivement notre politique interne. Donc, d'une part, pour évaluer si le partenaire présente des risques importants, mais sur des normes internationales, voilà, ISO 27000 et compagnie. Nous, dans notre situation, on est en train effectivement de réfléchir à 3 niveaux d'évaluation selon les partenaires, selon la criticité des échanges d'informations. On regarde effectivement sur la mise en place d'une plateforme de scoring extérieur pour effectivement les partenaires, pour une première évaluation, entre guillemets, du traitement de la sécurité chez ce partenaire-là. Puis après, derrière, on passe effectivement à un deuxième niveau qui est plutôt le plan d'assurance sécurité, donc qu'on annexe à l'ensemble des contrats avec nos partenaires. Et puis après, derrière, le troisième niveau qui est vraiment des audits du partenaire. Et là, on est plutôt sur effectivement des partenaires un peu stratégiques sur lesquels on veut avoir effectivement une réassurance aujourd'hui que nos données seront effectivement sécurisées chez ce partenaire. Alors, à mesure que les systèmes d'information sont plus ouverts, s'inscrivent dans des écosystèmes de partenariat, les logiques historiques de protection de type château fort, on se rend compte qu'elles ne sont plus efficientes. Vers quel type de système il faut passer aujourd'hui, Fabrice Taurinius ? Alors aujourd'hui, effectivement, on était tous pendant des années très focalisés, nous en parlions tout à l'heure, hein, sur la sécurité dite périmétrique. Hein, on parlait des firewalls, des sondes d'intrusion. Voilà, on était vraiment focalisés sur ce type d'équipement qui était mis en place. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de couvrir, je dirais, l'ensemble des étapes de la chaîne d'attaque. C'est-à-dire qu'au-delà de la sécurité périmétrique, il faut aussi se focaliser bien évidemment sur la détection, qui est un enjeu majeur. Il faut se focaliser également sur toutes les possibilités de blocage sur l'évaluation de privilèges, sur la possibilité de rebond. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui permettent effectivement de bloquer ces éléments-là. Et puis après, derrière, l'autre point qui est important, c'est la résilience. Donc nous avons eu effectivement la chance que nos sauvegardes ne soient pas touchées au moment de la cyberattaque que vous évoquiez côté MMA. Bien évidemment, dans le cadre du plan de remédiation qui a suivi cette cyberattaque, on a sécurisé d'autant plus nos sauvegardes, mais ça reste un enjeu majeur. Un, d'être en capacité effectivement de toujours en disposer, et puis deux, on l'a évoqué tout à l'heure, la capacité effectivement à les restaurer rapidement pour pouvoir effectivement rendre le service le plus rapidement possible.
Ah, je me suis trompée, c'était vous qui m'aviez parlé de Kaspersky, c'était pas vous, je suis désolée, je vous ai déstabilisé. Pardon. Nouveau système de protection, Carlos Garcia. Oui, c'est vrai que les modèles de sécurité évoluent. Hein. Le château fort dont on parlait tout à l'heure avait lieu avant les années 2000, correspondait à une informatique très centralisée, on va dire très mainframe. Et puis, voilà, ça a évolué sur un modèle qui est plus qu'on appelle aéroport, où en fait on conditionne le niveau de sécurité en fonction du risque. C'est le résultat, comme on le disait tout à l'heure, hein, le fait que la menace évolue, qu'elle devient aussi interne. Donc il faut recentrer les mesures aussi sur le périmètre interne. Et puis, ce qui était aussi évoqué, le principe de proportionnalité, il faut adapter la mesure à la menace, et on ne dispose plus de budget infini. Donc il faut bien, à un moment donné, quantifier l'impact. La question d'Éric, un internaute qu'on va point nommer, face à la menace, les directions générales sont-elles suffisamment mobilisées et trouvez-vous les soutiens budgétaires pour vos projets ? C'est vrai que l'aspect budget est un vrai challenge. Je dirais que c'est le challenge qui nous suit du début à la fin. D'une part, pour effectivement bien faire comprendre, et c'est quand même, à mon sens, la mission principale du RSSI, c'est de faire prendre conscience à la direction générale du niveau de risque. Et derrière, de bâtir le plan qui va bien. Et des coûts directs et indirects d'une attaque. Exactement. Un système d'information down pendant 10 jours. C'est ça. Et pour ça, Covea a servi d'exemple de ce que ça pouvait. Merci. Quel dévouement. J'aime autant que ça soit chez Covea que chez Allianz, mais voilà, on aura nos incidents. On pourrait peut-être mutualiser les coûts, non ? Alors, si notre attaque a pu servir effectivement à nos confrères, tant mieux. On sent l'esprit mutualiste. Voilà. Mais voilà, donc dans la mission, il faut bien mettre dans la balance l'impact que ça peut avoir pour l'entreprise, et la connaissance du métier est importante pour un RSSI, et le coût des mesures qui doivent mettre en face de ces risques. Et ça, c'est essentiel. Donc, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, à restituer, parce qu'un COMEX veut des comptes. Enfin, je veux dire, chaque euro investi doit être efficace. Et donc, il faut expliquer en quoi on a réduit le risque, en quoi il faut continuer à réinvestir. Je sais que c'est parfois compliqué à comprendre, mais c'est essentiel. Alors vous êtes... Pardon. Peut-être un complément de réponse pour répondre effectivement à la question de l'internaute Eric. C'est nous aujourd'hui, côté Covea, chaque année, nous faisons le travail de réévaluer nos scénarios de cyberattaque, d'évaluer l'impact budgétaire, l'impact opérationnel de 5 scénarios qui ont été définis, évalués. Et on fait ce travail-là, et ça, chaque année, nous le présentons au comité opérationnel des risques, donc à notre COMEX, pour effectivement garder cette attention sur l'impact aujourd'hui d'une crise, ce qu'elle pourrait effectivement causer au groupe Covea. Alors justement, le fait d'avoir vécu une attaque, est-ce que ça a changé votre approche ? Est-ce que vous vous êtes dit, non, en fait, ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le pensait, ou vous étiez finalement dans des chiffrages assez réalistes ? Alors, nous étions dans des chiffrages assez réalistes. Par contre, effectivement, après, derrière, à la hauteur du groupe, on n'a pas mis en péril l'activité du groupe avec 10 jours d'indisponibilité du système d'information côté MMA. Mais par contre, aujourd'hui, très clairement, la fuite de données, c'est l'enjeu majeur. Donc, nous n'avons pas eu de fuite de données. Donc, ça, c'était quand même un des gros points positifs. On n'a eu que de l'indisponibilité du SI. Mais effectivement, la fuite de données, dans le cadre du RGPD, forcément, c'est tout de suite les amendes qui sont associées sont non négligeables. Bon, puis ils ont eu le bon goût de vous attaquer pendant l'été ? Ils ont eu le bon goût de nous attaquer durant l'été, mais je dirais, nous avons eu de la chance. Ils nous ont attaqué une semaine trop tôt, puisque une semaine après, l'ensemble des collaborateurs étaient en congé. Ça aurait été beaucoup plus difficile de rétablir le service. Donc, dans notre malheur, l'attaque est tombée quand même dans un moment... Je reviens vers vous, Carlos Garcia, parce que donc, vous parliez de l'ancien modèle Château Fort, puis du modèle aéroport. Aujourd'hui, on va vers le Zero Trust. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, en quoi ça consiste ? Oui. Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors effectivement, les modèles de sécurité évoluent. Ça ne veut pas dire que le modèle Zero Trust va être confirmé, mais en tout cas, c'est un des modèles émergents, moi, qui me paraît assez intéressant. Donc le principe de l'aéroport sur lequel nos entreprises fonctionnent aujourd'hui s'adapte
par rapport à la menace. Mais je dirais que l'évolution des usages, et puis aussi la pandémie, hein, on l'a vécu, font qu'on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont chez eux, qui sont voilà, en déplacement. Et puis, on a des systèmes d'information qui sont directement exposés sur Internet. C'est la conséquence directe. Certaines entreprises n'ont pas pu faire une montée en puissance sur les connexions à distance, VPN, et donc exposent certains des systèmes d'information. Ce qui veut dire, poussé à l'extrême, que dans un avenir plus ou moins proche, on peut facilement imaginer des entreprises, des organisations qui vont délivrer des systèmes d'information directement depuis des centres de données cloud, par exemple, ou historiques, et des collaborateurs qui vont se connecter un coup avec leur tablette personnelle, un coup avec leur PC pro, depuis leur téléphone. Et donc, le contexte de la session va devenir de plus en plus important. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui se connecte à 4 heures du matin depuis un téléphone, peut-être que notre niveau de contrôle devrait être plus important que lorsqu'il se connecte depuis nos locaux aux horaires de bureau. Donc le principe du Zero Trust, c'est ça, c'est de prendre en considération un certain nombre d'éléments, depuis l'équipement, la session, le type de connexion, le type de transaction aussi auquel il veut accéder, et d'adapter le contrôle en fonction de tous ces éléments-là. Donc ça, j'y crois beaucoup parce qu'on voit l'évolution de toute façon de nos usages et on ne peut pas rester sur des modèles trop fermés, trop cloisonnés. Vous y croyez, Pierre Mas, au modèle Zero Trust? Est-ce que ça suppose de changer la totalité de son système de sécurité, de repartir à zéro? Alors j'y crois, oui, j'y crois de fait. En moyenne, un hacker qui rentre dans un système d'information reste à peu près 190 jours avant soit de passer à l'attaque, soit d'être détecté. Il connaît tous nos petits secrets. Donc vous imaginez ce qu'il peut faire pendant ce temps-là. Ce qui veut dire que le modèle, effectivement, château fort, où on vérifie l'identité à l'entrée et ensuite ne fonctionne plus. Il faut tout faire pour mettre des moyens, effectivement, Zero Trust, où on vérifie l'identité, donc on ne fait plus confiance pour chacune des transactions, des accès au système d'information, que ce soit des fichiers, des applications et autres. Donc oui, je pense que c'est effectivement un concept qui regroupe à la fois des technologies existantes et puis des nouvelles technologies. Mais je pense que c'est en tout cas un objectif, une cible à se donner, de se dire pour chaque transaction, pour chaque trame, je dirais, de données qui passe dans le système d'information, on vérifie l'identité et la légitimité de l'utilisateur derrière. Oui, c'est absolument. Dans une approche parano, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument, positivement, parce qu'il faut être optimiste et puis on fait ça, voilà. Mais il faut effectivement être dans une situation où on se pose à chaque fois la question qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire et est-ce qu'il est légitime. Ça s'inscrit dans le mouvement actuel, dans la tendance actuelle des systèmes de sécurité aujourd'hui? Oui, tout à fait. On l'a dit, mais le modèle château fort, il est même presque obsolète aujourd'hui. Il veut plus dire grand-chose parce qu'on est nous-mêmes en dehors au final du périmètre. Les applications sont en dehors. Les employés ou les partenaires, les gens qui se connectent au SI, sont parfois chez eux, parfois dans un café, parfois à l'entreprise. Mais voilà, ça bouge beaucoup. Les applications, elles sont dans le cloud public, dans le cloud privé. Donc au final, tout est exposé et Internet devient vraiment aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le réseau d'entreprise. Donc forcément, Internet, il n'a pas été créé pour être assez sécurisé, assez confidentiel. Donc ça ouvre des surfaces d'attaque assez considérables. Puis au-delà de ça, les attaques, elles peuvent venir de partout aujourd'hui. Là, on parle d'attaques plutôt internes visant les collaborations et le réseau interne de l'entreprise, mais il y a les attaques qui visent les sites web, les attaques qui visent l'infrastructure, les IP, les ports TCP/IP. Donc c'est important vraiment d'évoluer, de changer et d'adopter la bonne posture. Donc voilà, Cloudflare, nous, c'est ce qu'on essaie évidemment de fournir à nos clients. C'est une solution de cybersécurité 100% dans le cloud qui va permettre de venir protéger justement toutes ces surfaces d'attaque. On parlait donc du Zero Trust. Le Zero Trust, c'est le modèle qu'on adopte chez Cloudflare, qui est vraiment l'opposé du château fort, où là, on va venir se centrer sur l'utilisateur. D'ailleurs, ça peut être en effet un partenaire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent accéder au système d'information et à des données importantes. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette posture-là, de ne faire confiance à personne, de se centrer sur l'utilisateur et d'avoir un contrôle très fin de qui a accès à quoi, au final, dans notre système d'information. Et c'est d'autant plus important quand on traite des données confidentielles et sensibles comme les assureurs, clairement.
Alors, en général, quand on parle de cloud, on parle plutôt d'accroissement de risque en matière de sécurité. Sécurité et cloud, ça va ensemble, Carlos Garcia? C'est indispensable. En fait, le cloud, quelque part, c'est un petit peu le degré ultime de l'automatisation. Hein. D'un côté, on a une DSI qui est devenue une usine à produire des nouvelles versions de logiciels avec des rythmes soutenus. Hein. Sur un système applicatif, on peut avoir des livraisons, plusieurs livraisons par mois. Donc derrière, ça suppose une automatisation. Et donc, il faut s'assurer, d'une part, que la qualité de ce qui est livré est bien au rendez-vous, d'un point de vue sécurité au moins. Et puis aussi que cette usine à automatisation, elle n'a pas été compromise. Parce qu'on peut facilement imaginer sur du cloud ce qu'on appelle un pipeline CI/CD, donc toute cette tuyauterie qui sert à délivrer le code, peut donner si jamais elle est compromise. Donc ça, c'est le premier courant. Et puis après, il y a la promesse de l'infrastructure as a cloud, donc l'automatisation de la partie infrastructure. Donc là, c'est vraiment deux chaînes qui sont primordiales. Et concevoir de mettre en œuvre ces systèmes d'information sur le cloud sans avoir sécurisé ces éléments, c'est un risque majeur. Alors, Yacine, j'ai vu votre question, mais on la reprendra tout à l'heure. Il y avait une question. En quoi le cloud représente une solution de taille pour les assureurs, ainsi que leurs assurés, dans un contexte de décentralisation du risque cyber? Question de Guillaume, à laquelle je crois qu'on est en train de répondre. Ouais. Alors, c'est pas faire offense au groupe Villavis de dire qu'il n'a pas tout à fait la taille d'Allianz. C'est plutôt une entreprise de taille intermédiaire. Le cloud, ça peut être une solution Oui, c'est une solution incontournable. Comment on fait traditionnellement pour se protéger de risques d'attaquants? On met en place des équipements périmétriques, comme on l'a dit, et comment ces équipements nous protègent? Ils nous protègent avec du software. Le sujet, c'est que le software, ça reste du software et il y a des bugs. Et donc, il faut les corriger. Et les corriger, ce n'est pas si simple sur ces équipements. C'est des équipements qui sont très complexes, avec un ensemble de paramétrages très complexes. À chaque nouvelle version, la complexité augmente. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué de maintenir à jour ces logiciels. Si on devait les maintenir à jour, il faudrait quasiment toutes les semaines qu'on remette à jour l'ensemble de ces équipements, qui se trouvent en plus dans beaucoup d'entreprises venir d'éditeurs, de constructeurs différents. Donc ça veut dire qu'on se retrouve face à une situation, quand on a ces équipements dans les locaux, qui est presque inatteignable, où on est toujours en fait en retard. On essaie de faire aussi bien. On voudrait mettre la dernière version du logiciel qui vient d'arriver ce matin à jour, mais on ne peut pas parce qu'il y a aussi ça fait aussi courir d'autres risques. Donc mettre ces équipements dans le cloud, c'est profiter, comme Carlos le disait, de toutes les chaînes d'automatisation, aussi de capacités qui sont bien plus importantes, quelle que soit la taille de l'entreprise que celle qu'on peut avoir, parce qu'on se repose sur des gens dont c'est la seule tâche, la seule activité, le seul métier de mettre à jour ces équipements. Et donc on se donne les moyens de réduire ces fenêtres de temps pendant lesquelles on attend soit la correction de l'éditeur, ou bien on l'a reçu et puis on a quelques difficultés, où ça prend un peu de temps pour le mettre en place. Vous disiez, les mises à jour, les montées de version, etc., ça vous prenait l'équivalent de 3 équivalents temps plein dans votre équipe? Oui, facilement. Oui, c'est très chronophage. Oui, ça c'est pour une structure, je dirais, de taille moyenne. Pour les structures plus importantes, ça prend beaucoup plus de ressources. Et au-delà de la ressource, c'est vraiment le temps pour faire. Voilà. Entre le moment où je suis informé qu'il faut mettre une nouvelle version, le moment où je reçois cette nouvelle version et le moment où je suis vraiment tranquillement en production parce que tous les équipements ont été mis à jour, tout a été vraiment... ça prend un certain temps. Et pendant ce temps, la porte du château fort, elle n'est pas si robuste que ça. Et donc aller dans le cloud et avoir la possibilité d'avoir des équipements qui sont vraiment au dernier niveau de mise à jour, c'est être renforcé de facto. Fabrice Torinius, même question. Est-ce que cloud et sécurité vont bien ensemble? Et puis je la lie avec la question de Yacine. Qu'est-ce qui vous a manqué? Quel équipement, quelle solution, quel dispositif de sécurité aurait pu vous éviter cette intrusion au sein de votre système d'information? Alors, je vais déjà répondre à la question de Yacine. Effectivement, au moment de la cyberattaque, nous étions en cours de déploiement de notre DR.
Donc notre EDR nous a protégés, mais comme il n'était pas déployé sur l'ensemble de nos postes de travail, donc nous avons eu une partie de nos postes de travail qui était compromis. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons effectivement coupé le système d'information pour le protéger. Donc si nous avions eu le temps de finaliser ce déploiement, nous aurions effectivement minimisé de manière très très forte l'impact de cette cyberattaque. Concernant effectivement la sécurité et le cloud, oui, ça a du sens. Nous aujourd'hui, et je rebondis sur les propos de mon collègue tout à l'heure, de mon confrère, pardon, mais non moins collègue, hein, nous sommes tous dans le secteur de l'assurance. La vie est longue. La vie est longue. Et le monde tout petit. Et le monde tout petit, donc sait-on jamais. Mais effectivement, nous réfléchissons actuellement et dans notre, je dirais, dans notre stratégie à 1 an, 2 ans, on va sûrement adopter effectivement un certain nombre de solutions de sécurité dans le cloud. On réfléchit effectivement sur des solutions de filtrage Internet. On réfléchit aussi sur des solutions d'authentification SSO, d'authentification forte sur Internet, qui apportent effectivement déjà une valeur ajoutée sur le time to market, sur le déploiement. C'est un point qui est quand même incontournable aujourd'hui, et donc ça permet effectivement d'être un petit peu plus en réactivité par rapport à l'évolution de la menace. Donc effectivement, oui, il y a un lien fort entre la sécurité et le cloud, sur ces aspects-là en tout cas. Léa White, vous représentez une société qui s'appelle Cloudflare. Mon petit doigt me dit qu'a priori, vous y croyez. Oui, moi j'y crois à 100%, 200%. Oh là là, quelle perspicacité. Non mais oui, le cloud, c'est... Pour moi, j'en suis convaincue, l'avenir. Alors, il y a une étude aux US qui a été faite qui montre que 7 entreprises sur 10 ayant du Cloudflare n'ont pas subi d'attaque versus donc, beaucoup plus d'entreprises qui n'avaient pas de Cloudflare. 7 entreprises qui avaient Cloudflare n'ont pas subi d'attaque sur 10. Donc, vraiment, il y a un intérêt à... Déjà, ça bloque énormément de choses. Donc, déjà, pour mettre ça en avant. Et d'autre part, donc je rebondis un peu sur ce qu'a dit Pierre, mais on avait fait une étude justement auprès de 170 décideurs IT en novembre dernier, en leur demandant, en France, voilà, en leur demandant justement quelles étaient les difficultés à se prémunir des cyberattaques. Et ce qui est ressorti, c'est justement ça, c'est l'obsolescence des systèmes. 61%, vous m'aviez transmis. 61%, voilà. 48%, ça va être la complexité des systèmes. Et à plus de 80%, ça va être le manque d'experts. Le manque d'experts. 84%. Voilà. Donc c'est au final ce qui est ressorti des discussions. Et donc vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, une solution cloud, en fait, comme Cloudflare, donc 100% cloud et qui offre en fait un panel de solutions de cybersécurité, ça vous permet de vous prémunir sur ces 3 points finalement, puisque vous n'avez plus à vous demander est-ce que je dois faire une mise à jour déjà, est-ce que si je dois faire une mise à jour sur tel ou tel équipement, ça ne va pas impacter un autre logiciel, est-ce que la mise à jour va bien se passer, est-ce qu'elle ne va pas impacter ma prod, et au final, mes experts, il faut que je les mobilise sur ces mises à jour-là, avec au final aussi les risques au milieu d'avoir des failles et des attaques possibles. Donc Cloudflare, on garde l'expertise chez nous, on propose un ensemble de solutions qui vient au final protéger tout ce qui peut être attaqué à tous les niveaux. On a parlé de l'applicatif, de l'infrastructure et de la menace interne. Carlos en a largement parlé, mais c'est un vrai sujet. Et donc voilà, on garde cette expertise chez nous, on la met à vos dispositions via une plateforme qui est donc 100% cloud, très simple. C'est une plateforme unique où vous avez toutes vos solutions de cybersécurité qui viennent vous protéger à tout niveau. Et ça vous permet aussi d'être scalable à l'infini, puisque du coup, notre solution peut vraiment vous accompagner dans votre croissance. Donc oui, c'est un vrai avantage, je pense, pour les entreprises aujourd'hui. Ça vient simplifier les choses, ça vient permettre de piloter les éléments de sécurité et reprendre la main dessus, tout en libérant du temps finalement pour ces experts qui sont, eux, très demandés. Et je pense qu'ils ont autre chose à faire que venir faire des mises à jour de logiciels. C'est pas un beau métier, ça? On a beaucoup parlé de la réactivité tout à l'heure. En cas d'attaque et de fuite de données, en quoi c'est important d'être réactif, et est-ce que ça permet réellement de réduire les dégâts? Et j'en profite pour lier ça avec la question d'Éric, puisque Fabrice, vous avez parlé de l'importance de faire des exercices pour se préparer à la réaction et la résilience. Est-ce que vous faites tous des exercices, et en quoi ça vous aide à gagner en réactivité? Qui s'y colle? Allez, oui. Carlos. Effectivement, nous, chez Alliance France, on fait des exercices régulièrement. En 2021, on a fait 5 exercices
qui sont plutôt des répétitions entre l'IT, la sécurité opérationnelle, la sécurité, et puis après des acteurs comme le DPO ou le juridique, mais qui sont plus des répétitions où on va travailler des scénarios d'attaque. Et l'idée, c'est les principes d'évacuation des bâtiments. À partir du moment où on définit une méthodologie et où on pratique, le jour où il faut vraiment évacuer le bâtiment, c'est là qu'on obtient de bons résultats. Et on est convaincu que par la répétition, en ayant déjà mis la méthodologie avant, on va obtenir un bon résultat. Après, ça a aussi une valeur, voilà, lorsqu'on implique beaucoup plus largement le métier. C'est pour ça que régulièrement, on fait aussi des exercices. Il y en a un, je crois que c'est le mois prochain, avec les membres du COMEX, avec les représentants du métier, pour là aller au-delà du sérail sécurité et vraiment appliquer le métier. Chez Villavis ? Oui, une attaque, c'est une situation de crise. Donc comment essayer de se sortir le mieux possible d'une situation de crise ? C'est par l'exercice. Plus on fait d'exercices, plus il y a de mécanismes qui deviennent des automatismes, plus il y a de compréhension aussi entre métier et IT, parce que la situation qu'on vit, où on se comprend et on parle au quotidien, n'est pas la même qu'une situation de crise. Donc il y a des éléments techniques aussi qui, dans ces exercices, voilà, font partie de l'acculturation métier. Il y a des éléments aussi métiers qui sont vus avec plus de perspicacité au niveau de l'IT dans ces exercices. Donc c'est complètement nécessaire parce qu'encore une fois, quand on est dans ces situations de crise, ce qui manque, c'est le temps. Il faut agir rapidement, il ne faut pas se perdre, il faut que tout le monde soit à son poste de travail. Il y a tous les axes à travailler. Il y a la communication pour la direction générale, pour les partenaires et pour les clients. Il faut pouvoir rapidement leur dire si leurs données ont été attaquées ou pas. Il faut le dire avec précision. Et puis il faut bien entendu mettre toutes les actions de conservatoire nécessaires. Quand l'attaque se déclare, il y a peu de chances qu'on sache dans l'heure d'où elle est venue et comment. Et donc, il faut être très, très rapide et très efficace pour mettre quelques mesures conservatoires et avoir les bons réflexes. Et puis, bien entendu, le réseau de partenaires. Et quelque part, s'entraîner aussi avec le réseau de partenaires, parce que dans ces situations, on a besoin d'intensité de travail au niveau des équipes et aussi de les ménager et aussi de leur faire prendre du recul. Parce qu'on ne peut pas faire travailler le même expert pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée. Au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc il faut avoir les bons relais. Même avec la drogue. Fabrice Torenius, vous nous avez déjà parlé de l'exercice qui vous a un petit peu sauvé la vie. Oui. Vous les pratiquez régulièrement, vous vous faites aider, comment ça se passe ? Donc oui, et c'est un des points que je voulais aborder. L'ANSSI aussi propose d'aider aujourd'hui un certain nombre d'entreprises dans les exercices. Donc ça aussi, c'est un... Ça aide. Ça aide, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Soyons simples. Soyons simples. En tout cas, c'est un levier, pardon, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est un levier à utiliser, effectivement, pour ceux qui apprendraient ce type d'exercice pour la première fois. Voilà, sachez qu'effectivement, il y a même aussi des manuels de l'ANSSI qui ont été publiés il y a à peu près 10 mois, peut-être 10 mois, 1 an, qui sont très très bien faits et qui permettent effectivement de bien appréhender ce type d'exercice et de se roder à cette pratique. Moi, j'aime toujours faire le parallèle, et ça a été évoqué, mais de faire le parallèle avec le sportif. Aujourd'hui, un sportif ne peut pas être performant le jour J de la compétition s'il n'y a pas eu d'entraînement avant. Donc, on est effectivement exactement dans la même logique. Théa White, sur les entraînements. Oui, alors je pense qu'en effet l'entraînement est important, mais je rebondis sur quelque chose que Fabrice a dit en début de table ronde, c'est aussi de se faire accompagner par les bons experts. Et aujourd'hui, je pense que parfois, on n'est pas forcément prêt. En effet, l'entraînement n'est pas complètement abouti. On arrive à la compétition et on fait un mauvais score. Et pour éviter ça, les experts, nous, on est là justement pour vous aider. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une solution déjà qui est mise en place avant, puisque ça nous permet, alors ça permet déjà de bloquer une grande partie des attaques, je pense. Et puis en cas d'attaque, parce qu'on voit qu'elles évoluent, elles sont très complexes, donc il y a plein de vecteurs potentiels qu'on n'a peut-être pas identifiés et donc qui permettent aux cyberattaquants de nous attaquer quand même. Ça nous permet d'être accompagnés. Donc nous, on a une cellule d'attaque, par exemple, chez Cloudflare, et tous nos clients, on est capable, s'ils ont un problème, alors déjà on les met en place, on les aide sur l'onboarding de la solution, ce qui prémunit beaucoup d'attaques. Et si il y a quand même des attaques qui arrivent à passer, on est là, on a des équipes d'experts dédiées en 24/7 pour venir accompagner nos clients. Donc finalement, même si vous n'êtes pas entraîné,
et ben on est là pour vous donner le dopage et puis ça se passe bien. Et puis il y a le deuxième cas de figure où les entreprises, on en a un peu parlé, hein, le budget c'est une vraie chose, mais moi je vois parfois des clients qui sont un peu réfractaires à mettre des solutions en place et qui gardent l'existant qui est plus ou moins bancal, parce que budget, parce que peur que ça soit lourd à mettre en place et à maintenir. Donc sur la partie mise en place et maintien, ça je pense que je l'ai déjà dit, mais Cloudflare c'est une solution 100% cloud, très simple à mettre en place, c'est une plateforme unique, et puis encore une fois vous êtes accompagné par nos experts. Et sur la partie budgétaire, souvent c'est aborder le sujet du mauvais angle, parce qu'on l'a d'ailleurs abordé, hein, mais au-delà du coût de la solution, il faut peser le coût, la conséquence opérationnelle, commerciale, la perte de données, l'image de marque. Donc il y a la perte de chiffre d'affaires si le site tombe un jour ou 10 jours associé. Il va y avoir le manque à gagner aussi de potentiels abonnés, enfin personnes qui vont venir vous faire confiance et s'assurer chez vous. Des assurés qui vont peut-être partir parce qu'ils vont se dire on m'a volé mes données, je ne fais plus confiance à cette société. Donc tout ça c'est aussi à considérer, le prix de la rançon quand c'est un ransomware. Donc tout ça c'est aussi à considérer et voilà, moi ma recommandation pour ces entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est quand vous êtes attaqué, appelez les experts. Nous, on a aussi une ligne d'attaque pour les entreprises qui ne sont pas clientes. Et au lieu de essayer de se dépatouiller, alors, je pense que les exercices mis en place, c'est très important. Mais il y a aussi se faire aider d'experts qui ont la connaissance d'attaques très complexes, qui vont pouvoir en quelques heures, on onboard des clients qui sont sous attaque. Donc ça permet vraiment de venir vous soulager et puis de réfléchir un peu et de pouvoir après pas avoir des experts qui sont justement pendant une semaine en 24/7 sur la crise. Fabrice Dorinius. Je partage ces propos parce qu'effectivement, je l'avais évoqué lors de la crise, on s'est fait accompagner, mais on a aussi entre guillemets, fait le constat de se dire on a mis 24 heures, 48 heures à trouver effectivement un partenaire qui est venu nous accompagner, le temps qu'il se mobilise ou autre, etc. Donc de ce fait-là, dans le Rex, nous avons effectivement pris le parti de nous abonner, de prendre une souscription en avance de phase et d'avoir effectivement un numéro d'urgence. Voilà, oui. on peut l'appeler de cette manière-là. C'est vrai qu'à l'échelle d'une attaque, 48 heures, c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme. Alors qu'effectivement, à l'échelle de la mobilisation d'une entreprise, c'est très rapide. En plus, c'était en province, donc leurs experts se sont déplacés de Paris en province. Donc, ils sont venus très rapidement dans l'absolu. Mais effectivement, là, aujourd'hui, on a souscrit un service qui nous permet effectivement d'avoir une réactivité encore plus forte si nous étions effectivement soumis à une nouvelle attaque. Et puis l'autre point, pour rebondir sur le sujet encore de la réactivité, pour moi, il y a un autre aspect aussi qui est très important, qui a été évoqué un petit peu en début de réunion, c'est la partie stratégie, veille stratégique cyber. Ça, c'est aussi un enjeu qui est majeur. Nous, aujourd'hui, on a fait le constat que plus on est au courant de la menace, plus on est au courant des tendances, mieux on anticipe ces sujets-là. Donc, chez Cover, en tout cas, maintenant, on a une ressource qui est dédiée sur ce sujet-là. Et vraiment, c'est un véritable atout. Alors, c'est vrai que les attaquants font preuve d'une capacité d'adaptation et les menaces évoluent de façon très rapide. J'aimerais qu'on conclue cette table ronde avec éventuellement une augmentation, enfin, comment vous voyez évoluer ces risques avec le contexte géopolitique actuel, puisque c'est vrai que les risques viennent souvent de l'Est. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne une question. Non, pas toujours. Non, pas uniquement. Pas uniquement, bon d'accord. J'aimerais quand même qu'on prenne la question d'Isidore. C'est une question consultation. Pour un courtier, l'utilisation du cloud pour la bureautique avec Microsoft 365 et le logiciel hébergé chez OVH, est-il un choix efficace pour limiter les risques cyber ? Oui. Alors, bon, Office 365, je pense que ça offre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le levier pour avoir un logiciel qui est toujours à jour, donc qui présente moins de failles et à moindre coût. Et OVH est un acteur quand même européen du cloud, qui est parfaitement digne de confiance, qui a des offres de services bien étalonnées. Donc oui, ça me paraît un très bon choix pour un courtier, oui. Donc le docteur Garcia valide cette ordonnance. Vous passerez pour la prescription. Si je peux me permettre de compléter, le sujet n'est pas toujours dans le choix de la solution, parce qu'effectivement, ce sont deux bons choix. Par contre, le sujet, il est aussi dans l'implémentation, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on adopte des solutions cloud, il y a beaucoup de paramétrage. Et parfois, à un paramètre près, il y a une brèche, il y a une faille qui est ouverte. Donc la vraie complexité, elle est, faites-vous accompagner dans la mise en œuvre. Utilisez effectivement les experts qui sont à disposition chez les éditeurs ou chez les fournisseurs de services pour être sûr effectivement que la configuration que vous allez mettre en place répond bien à votre besoin.
Moi, je compléterai aussi. Alors, c'est 2 très bons choix, je pense. Mais ce n'est pas des acteurs de la cyber aujourd'hui, ni OVH, c'est un cloud provider, ni Office 365, c'est des outils de cyber. Donc, moi, je serais un peu plus nuancée. Je pense que c'est des bons choix dans le choix des outils ou des partenaires. Mais ça n'empêche pas de mettre justement une couche de cybersécurité. Donc, évidemment, une solution comme Cloudflare, nous, on est agnostique à tout ça et on est justement partenaire avec des solutions existantes. On va venir s'intégrer, en fait, si vous voulez, au-dessus. Et ça permet d'avoir en fait un niveau de sécurité qui est vraiment une plateforme unique qui contrôle tout et de ne pas avoir des points d'entrée dans la configuration, potentiellement des brèches. Alors là, manifestement, la question venait d'un courtier. On ne connaît pas la taille du courtier. Oui, si c'est un petit courtier de proximité. Si c'est un courtier de 2, 3, 4 collaborateurs. C'est vraiment pas la taille de l'entreprise qui va être importante dans cette réflexion-là, je pense, parce que on le voit, hein, là, il y a de plus en plus de PME, de TPE qui sont attaqués. C'est plus vraiment votre exposition sur Internet et l'impact de la fuite de données confidentielles. C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser, plutôt de dire je suis un très gros groupe ou pas, à mon avis. Alors là, il y a une question de Christophe qui porte sur l'autre versant du métier d'assureur, le côté contrat, couverture du risque cyber. Alors c'est vrai que c'est un marché très compliqué en ce moment. Donc voilà, je vous pose la question telle qu'elle a été rédigée par Christophe. Côté client et notamment pour les entreprises, comment les compagnies d'assurance mesurent-elles les risques lorsqu'il s'agit de leur proposer un contrat en cyber assurance? Et quels sont les critères? Moi, j'ai envie de dire, quelle que soit la question et quels que soient les critères, la réponse est non en ce moment, de la part des assureurs. À peu près. Alors, Allianz est client de cyberassurance depuis un certain nombre d'années, et on est aussi assureur, cyberassureur. C'est assez compliqué. Pour un cyberassureur aujourd'hui, d'une part, ce que disait Léa, la sinistralité augmente, il y a de plus en plus d'attaques. Et on n'a pas énormément de recul, en fait, finalement, en tant que cyberassureur. Donc, il y a des modèles où on reçoit des pages et des pages de questionnaires qu'il faut remplir. Et à partir de ces réponses, le cyberassureur va estimer un risque. Il y a des cyberassureurs qui s'orientent plus sur des solutions tierces qui vont partiellement évaluer le risque, des solutions de notation, mais qui ne pointent uniquement sur la partie exposée. Et puis, il y a une offre qui se développe aussi à côté de ça pour évaluer aussi la partie interne. Mais voilà, il faut trouver un modèle. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est certain, côté client comme côté Alors, c'est vrai que le marché de l'assurance cyber est un marché compliqué. Ça fera l'objet d'un webinaire très prochainement. Dernière question, parce que le temps tourne. Les petites mutuelles sont-elles des cibles potentielles ? Alain vous pose la question, vous êtes plutôt un grand groupe, mais vous connaissez les mutuelles. Oui, je connais les mutuelles, donc oui, bien sûr, tout le monde est une cible potentielle. Ouais, vraiment, là, il y a une tendance qui est l'augmentation justement des petites entreprises qui sont attaquées. Alors, vraiment personne n'est épargné aujourd'hui, et tant qu'il y a des données sensibles, encore une fois, des données confidentielles, et qu'il y a une exposition quelconque à Internet, le risque est là. Et peu importe, encore une fois, la taille de l'entreprise. On voit, maintenant, c'est tout le monde. Les hôpitaux, les petites entreprises, les grands groupes, plus personne n'est épargné. Voilà, c'est un chiffre que je crois que vous n'avez pas cité tout à l'heure, mais 43% des PME. Voilà, c'est le chiffre issu de votre étude. 43% donc, des PME, ça peut être aussi une mutuelle ou un cabinet de courtier. Donc oui. Vous êtes une cible potentielle, alors. Eh bien, c'est sur cette conclusion assez peu optimiste, je dois le dire, que je vous propose de mettre fin à cette table ronde. Je vous remercie infiniment de votre participation. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous à un très prochain webinaire, pourquoi pas, sur le risque cyber. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Sabine pour votre invitation.